Quand j'arrive dans l'atelier d'un artiste, je ne sais absolument pas ce que je vais faire. C'est un peu déstabilisant pour l'artiste, mais aussi pour moi. Souvent, je ne le connais pas, c'est notre première rencontre. Ce n'est pas au départ forcément son œuvre qui m'intéresse. C'est la personne elle-même, sa démarche, sa manière de créer et d'habiter le monde me fascine. Et peu à peu, j'entre dans son univers. L'idée est de construire quelque chose de vivant et de sincère. Dès que j'ai commencé à être malade, j'ai dit je vais faire ça. Les premières semaines, les premiers mois, je me suis dit, c'est moi, en fin de compte, c'est moi qui je pars, je sais pas où, je regarde la lune, j'espère, je sais pas, l'espérance, enfin tu vois, parce que j'étais vraiment très 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 atteint, voilà. C'est les ruines et le temps qui passe, le temps il passe, il fait son travail d'usure du temps, quoi. Et la pierre ne résiste pas, rien ne résiste au temps, au temps. Ça peut être beaucoup de choses, ça peut être un rêve aussi que l'être humain disparaît pour laisser une preuve de son passage, moi je dirais. C'est un paysage de chez moi, de mon terrain. Voilà. Il y a tout ça qui se passe dans mon cœur. Et puis, il y a aussi que quand on aime les gens, on les appelle mon cœur. Cette dame, avec ce qui lui arrive, ces larmes, c'est né en 1 minute et c'est pas moi qui a voulu. C'est elle qui a voulu. Ma nounou, c'était vraiment ma vraie nounou que j'aime. Elle était noire. Elle s'appelait Arsène. Et je l'adorais. Et je l'aime. Et j'aime bien leurs chaussures. Rouges. Mais je sais pas très bien quoi dire. Je sais que c'est tendre. Je sais que c'est tendre que cette grosse grande dame apprend à un enfant, je sais pas quoi, mais lui apprend quelque chose qui... Et moi, je serais pas vivante sans elle. Là, tout ça, c'est un enfant. Tout ça, là, c'est un enfant qui baigne dans les mots de trop. Ce qu'on entend et qui sont de trop. Mais il coule pas. Ces deux tableaux-là, en fait, j'ai voulu faire une espèce de pendant entre des scènes d'intimité, évidemment, ce ne sont que des scènes d'intimité, entre d'un côté
plutôt la fin de vie, le moment où l'intimité se perd, justement, et on a tous ces gens qui sont autour de vous pour vous aider, parce que vous en avez besoin. Et de l'autre côté, plutôt la jeunesse, une espèce de liberté, une indépendance. Balthus, il a dit un truc à un moment qui était pas mal, c'est qu'il a dit « c'est la peinture qui décide ». C'est pas le peintre qui décide, c'est la peinture qui décide. Et c'est vrai que des fois, la peinture, on a l'impression qu'elle décide d'elle-même. C'est un bleu, c'est quoi ça? C'est un bleu azur. Bon, c'est un peu mélangé avec d'autres. C'est beau quand il passe dessus là. Allez, on y va. Hop, c'est parti. Voilà. Ah ben c'est impeccable. Super. Hop. Voilà, encore tout chaud là. Ah oui, l'arbre au fusain. Donc voilà, c'est un arbre au fusain qui est très joli, fleurs et fruits surtout, en forme de bonnet, je pense de bonnet de cardinal. Bon, faut pas oublier qu'ici on est dans une, tout près d'Avignon, la ville papale, enfin anciennement papale, 14e, hein. Ne nous trompons pas. Donc voilà, et cet arbre me permet de, je le taille. Et il me permet de faire des fusains l'hiver, là quand j'allume le poêle cheminée, je coupe mes fusains, enfin je taille l'arbre, je rassemble les petits bouts de bois selon leur taille, leur grosseur, et je les mets dans une boîte comme celle-ci, voilà, je mets un boisseau, un petit boisseau de bois coupé, je le mets dans mon poêle cheminée, et alors, c'est exactement comme pour l'élection d'un pape. Le bois se consume lentement, il y a une fumée noire qui sort. Et quand la fumée est blanche, les fusains sont prêts. Et mes fusains sont prêts. Alors ceux-là, ils ont un peu trop cuit, c'est pour ça qu'ils sont tordus. La peinture est plus intelligente que le peintre. C'est elle qui le guide, pas l'inverse. Après avoir tourné longtemps autour de cette toile blanche provocante, d'un coup, la première tache,
le premier trait, le Big Bang, le chaos, la destruction de cette toile blanche immaculée. Ordo ab chaos, de l'ordre après le désordre. La peinture de Paso est une explosion de couleurs et de lignes, provoquée elle-même par une explosion de mouvements corporels. Le peintre voit à travers le corps, et ce regard corporel donne vie à ses œuvres aussi singulières. Je ne peux faire un trait comme ça. Ça se mélange pas. Voilà. C'est laquelle est noire, ça? Oh là là, je cherche le livre du silence. En fait, c'est le début du monde du silence. C'est un livre que je cherche à écrire, qui cherche sa forme encore et qui explore un petit peu, effectivement, les histoires un petit peu silencieuses, le creux se comporte en soi. En fait, le monde du silence, pour moi, ça a été vraiment ma caverne intérieure où je me suis raconté la vie quand j'arrivais plus à y être et à me réaliser du tout. En fait, donc, il y a un personnage qui est dans sa nuit, là, qui
qui a un peu du mal à dormir. On voit qu'il est dans ses pensées. Donc là, en fait, c'est certainement ces pensées qui lui arrivent, les personnes à qui il pense. Et en fait, je trouve que ce qui est intéressant dans cette œuvre aussi, c'est qu'il y ait deux oreillers, c'est toute cette place, en fait, ici, qui montre qu'il y a un autre qui n'est pas là, en fait. Un matin où il y a 2 tasses sur la table, pourtant on voit qu'un seul personnage, et mis en valeur aussi ce fauteuil où certainement qui a abrité l'autre personnage un peu manquant. Et en fait ce matin-là, c'est vrai que c'est une vision de ma réalité, où l'autre est parti, d'ailleurs j'ai ce petit sourire un petit peu malicieux, mais où en fait pour moi le moment il se marquait dans ces 2 tasses, en fait, dans la démesure de ces 2 tasses, et qui montre en fait que quelque chose a été partagé. L'entrée de la caverne, l'entrée du mythe de Platon, en fait, la libération par le savoir et la connaissance, c'est vraiment très important. Là, il y a la petite fille que j'ai été, en fait, avec effectivement, je pense que là, c'est la scène où le temps s'est arrêté pour moi. Et ça a été le début, en fait, effectivement, d'une drôle d'écriture. À la main, tout ça c'est peint à la main, tu vois. Et ça date de quand ça? Il n'y a pas de date, même pas. C'est vieux, ça fait partie des plus anciens. Voilà, ça tu le prends en photo. Écoute bien, en toute immodestie, je dis en anglais, j'ai créé un nouveau mouvement en peinture, l'imperfectionnisme. L'église Saint-Pierre. Elle a poussé sur le sang des martyrs. Il y a eu des martyrs là. Et donc je l'ai fait rouge avec le sang des martyrs. Et ici, c'est Saint-Denis qui sort de l'église. C'est l'histoire de Saint-Denis. On lui a coupé la tête. Tu la connais, l'histoire de Saint-Denis? Je revois ce petit garçon qui tient la main de son grand frère à peine plus âgé que lui, dans l'allée où maman part en civière. Blessé, anéanti par des coups d'une sauvagerie que l'on devra pourtant pardonner lorsque l'on sera adulte. À 3 ans, je rentre de l'école maternelle et je découvre une maison dévastée. Maman est dans le coma et mon père en prison.
Ça, c'est très représentatif un peu de notre famille, de cette famille dans laquelle je suis né, qui a été faite de séparation. Alors cette toile, elle exprime se séparer les biens, en l'occurrence, qui sont les enfants. Où tout le monde souffre, hein, les hommes comme la mère, comme les enfants qui sont toujours pleins de stupeur et qui sont traînés là où on les emmène. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments, beaucoup de couleurs, beaucoup de formes qui expriment un petit peu le chaos dans lequel on peut être plongé quand on est adulte, mais surtout quand on est enfant. Et cette femme, toujours cette femme, quoi, au centre de notre vie, avec aujourd'hui c'est cet homme-là. Et les enfants, toujours plus bas, toujours plus petits, qui vont qui vont suivre les conséquences, voilà, c'est-à-dire la maman avec les prochains épisodes. La peinture, ça reste du domaine du sacerdoce. J'ai besoin de partager la vie avec un travail ordinaire. Voilà, monsieur Aposit. Oui. Ça va mieux? C'est bon? Ouais, je vais vous mettre tout ça dans la salle de bain. D'accord. Alors, vous allez bien? Oui, ouais. Hein? Comment tu me trouves, toi? Super. Hein? La classe. Je suis pas trop... Non, ça va. Depuis que j'ai 11 ou 12 ans, j'ai découvert au fond de ma solitude une présence qui a pris soin de moi, une présence qui me mettait dans des états assez particuliers qu'il est très difficile d'expliquer. J'ai jamais été doué pour les arts plastiques. Et un jour, devant une œuvre singulière, en un éclair, j'ai compris que la peinture, ça pouvait être également un moyen d'expression. Ma peinture, c'est quelque chose qui me ressemble. Elle semblerait s'effondrer s'il n'y avait pas cette intériorité qui la rendait vivante, et je pense que c'est cette intériorité qui agit sur le visiteur qui la regarde. Je peins des univers marins
obsessionnellement, hein, ça revient, j'en rêve la nuit, hein, je les vois, je vois tous ces mouvements marins, des fonds, les coquillages, et donc c'est souvent un navire sur lequel se trouvent des matelots, et qui sont, comme je l'ai écrit, en quête d'une terre nouvelle. Le texte me suggère une image, c'est le cas dans ce livre justement, hein, puisque la plupart des textes, j'ai donné des images, elles ont donné naissance à des images, et parfois c'est le contraire qu'il s'agit, on me présente des peintures, et de ces peintures naissent des mots, des textes. Je suis clown ce soir, il me reste en effet le rire comme arme, contre le désespoir et la bêtise humaine. Et alors, je me suis posé longtemps la question, je peux y répondre, que certaines fois, la peinture en elle-même est un texte. Elle se suffit à elle-même, voilà. Monsieur François Cheng, hein, de l'Académie française, effectivement, hein, il préférait le noir et blanc. Il me disait, ce que je préfère en toi, c'est le noir et blanc. Et pour illustrer mes livres, mes recueils, les poètes que je publie, je préfère le noir et blanc. Voilà. J'essaye de les ranger parce que ils ont été abîmés. Je les range. Et ça m'a de plaisir enfant, ça n'a pas de prétention. Mais je trouve. Ah, le maillot jaune il est devant. J'ai mon Poulidor est certainement derrière. Je sortais de la halle Saint-Pierre. Après une exposition de la halle et j'ai ramassé une petite boîte d'allumettes. Celles-ci, elles sont déjà familiales, elles sont, je dirais qu'elles sont presque installées. Alors je récupère celle-ci par exemple. Je la redécouvre septembre 2009. Ça c'est après Fukushima. Je crois qu'on est en 2011. Et ce sont les premiers bateaux de migrants. On est en 2011. Ah. Je vivais dans une petite chambre, sans télé, sans souvent d'électricité, donnant sur la lune et l'hôpital. J'y ai composé ma première boîte d'allumettes. Une tête d'Africain qui souffre et qui rit. Ça ressemblait un peu à du Basquiat, mais c'était minuscule comme ma vie. Hop.
pour moi, c'est très intéressant de continuer le travail figuratif. Parce que je pense qu'il y a un groupe d'artistes qui choisit, qui fait ce choix pour continuer le travail figuratif, malgré que nous connaissons beaucoup de choses, beaucoup de développement des arts actuels. Mais je suis très fier que je porte ce langage figuratif, parce que je voudrais parler avec cette langue. Et je suis très content si le public il accepte ce message. J'aime beaucoup travailler sur les papiers et je fais beaucoup et c'est quelque chose de plus spontané qui me permet de travailler tous les jours. Waouh, ça boue encore. Trop bien. L'intérêt, enfin ce qui est fantastique avec l'acte de peindre, c'est d'aller au bout. En fait, moi, ça me permet de repousser les frontières de moi-même, c'est-à-dire d'aller toujours plus loin et vers quelque chose d'inconnu. C'est une errance, hein. C'est-à-dire que c'est une errance. Tu es obligé d'aller à l'intérieur de toi fouiller et oser casser les choses, oser casser les barrières, les limites, pour découvrir quelque chose qui peut être effrayant, qui peut être enthousiasmant, exaltant, mais qui sera de toute manière un dérangement. Je changerais ça pour rien au monde, ça c'est sûr. Malgré que ce soit un métier difficile et une occupation difficile, c'est quelque chose où je suis complètement là où je me sens être. Tout l'ensemble des tableaux, des 23 tableaux, ça c'est un seul panneau, il y en a 23, qui se suivent tous. En fait, l'idée c'est de faire le tour du monde après la guerre, et de visiter la campagne, la ville, les destructions. Et là, on a vraiment un paysan qui est en train de labourer, donc lui-même porte des stigmates de la guerre. Ils essayent de reprendre leur vie après. Dans les Georgiques de Virgile, il parle de ça, des os que l'on retrouve dans la terre qui est labourée.
et qui témoignent des anciennes batailles. Donc on recultive la terre et on retrouve des restes d'épées rouillées, des mains. Voilà. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passe. Ils vont reconstruire l'Ukraine après, mais il faut attendre que la guerre soit finie et on pourra replanter à nouveau. Après les guerres, c'est décrire le monde qui essaye de survivre après avoir vécu des guerres. Donc c'est un travail de 2 ans de peinture, mais à plein temps, dans une chambre de 10 mètres carrés. À la peinture à l'huile, je fabriquais tous mes cadres, tous mes tableaux. Les tableaux font 2,10 mètres de haut, et de largeur, c'est entre 1,30 m et 1,60 m. Ils ont tous été peints dans la continuité, et c'est un tableau qui se suit. Et par-dessus la peinture des êtres et du paysage et des êtres vivants, j'ai écrit un roman. Et on voit qu'à chaque fois que je change les boulots, c'est du noir et blanc, plus ou moins. À chaque fois que je change de couleur, je suis obligé de changer. Là, on passe de l'écriture en noir à l'écriture en blanc. L'idée, c'est que par-dessus toute chose, on n'arrête pas de parler, de discourir. Et qu'en fait, le discours finit par recouvrir la réalité. C'est comme s'il y avait un murmure du monde qui faisait un voile sur le monde. Et donc du coup, ça nous empêche de le voir vraiment. Donc là, c'est pareil, les personnages sont tous marqués par la guerre, on voit bien les cicatrices, etc. Ils sont en train de reconstruire un immeuble qui a été détruit. Daniel Bezas, c'est un garçon qui va au bout de ses idées. Il va au bout de ses idées, il va au bout de ses rêves. Il est fou et va le voir tant qu'il est fou. Mais en fait, il reste fou. J'écrivais déjà depuis mes 10 à 18 ans, j'ai envoyé pas mal de manuscrits à des maisons d'édition, j'avais des retours polis, et voilà. Et puis à un moment donné, je me dis, est-ce que je vais attendre toute ma vie que quelqu'un soit bienveillant un jour et qu'il dise, tiens, ce texte-là, je veux bien le publier? Et la réponse est non, je n'ai pas envie d'attendre. Donc du coup, je me suis dit, je vais m'auto-publier, mais comme je ne veux pas m'auto-publier dans un esprit purement égoïste, je me suis dit, pour m'auto-publier, il faut d'abord que je publie les autres. Et quand j'aurai suffisamment publié les autres, je me mettrai au milieu. Et donc du coup, j'ai décidé de faire ma propre maison d'édition, mais n'ayant pas du tout d'argent, je me suis dit, après avoir fait des devis avec des imprimeurs, mais comment je vais financer ça? Je suis très mauvais pour trouver de l'argent. Les premiers exemplaires, on doit les faire à la main et on fait des tirages au compte-gouttes. Voilà. J'ai cherché les meilleurs moyens de fabriquer quelque chose qui soit un compromis entre la machine et l'humain. Voilà. De là, l'idée de faire les choses à la main. Et j'ai décidé d'acheter des tissus africains, un titre, un tissu. Et donc l'idée, c'est de faire un livre à la fois imprimé, mais aussi un livre avec une couverture beaucoup plus travaillée. Donc le but, c'est pouvoir déplier le livre. Et si on n'a pas envie de le lire, on peut au moins le regarder. Alors mon univers, moi je viens du mouvement punk, donc c'est un mouvement un peu interlope et une espèce de faune de gens qui se mettent volontairement au rebut de la société. Et donc je fais partie de cette espèce de lit de la société, mais volontaire.
Ouais, t'es déstabilisé, ouais. Rien me déstabilise. Je peux pas te parler du gros chien parce que c'est une petite chienne, c'est une grosse chienne. Et en fait, bon, c'est une sculpture que je fais à la scie sauteuse et tout. Et c'est une chienne parce que elle n'a pas de bite, elle a un sexe féminin. Et en fait, c'est comment t'expliquer, c'est juste un jouet à roulettes. Être un artiste, c'est vivre dans le froid, être au regard des autres ce dont ils ne veulent pas. Être un artiste, c'est mourir seul chez soi, n'être qu'une œuvre posthume appréciée des bourgeois. Un, deux, potez. Oh, attention. Miaou. 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 Oh, t'as perdu. Regarde-moi ça. Ça, il est resté presque 3 mois pour faire ça. Tu as une dent, tu n'as pas une dent. Ça donne du courage à toute la famille, et tout le village, et toute la ville, et tout le bonheur du monde. Un âne, ça? Jamais vu dans ma vie. Un âne avec les bottes. Non, mais regarde-moi ça. Ça donne la vie, ça donne le bonheur, ça donne du courage pour les enfants, pour la famille, pour les femmes, pour le chômeur. You sick baby, like a mud. C'est nature, c'est tout. Il n'y a pas d'école ici. Non, oui. Et la vie, c'est la vie. Tu sais, t'as pas de l'école. Je dis non, madame, je suis prof. Elle me dit, prof de quoi? Prof de j'en sais rien, mais je suis prof. Bon, est-ce que je vais vous remettre le prix spécial pour la 10e édition. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Il y a quelques années en Belgique, j'avais présenté, préfacé une exposition qui s'appelait « Je ne mettrai pas ça chez moi ». Je pense qu'un certain nombre d'artistes qui sont exposés ici auraient pu exposer dans ces expositions qui s'intitulaient « Je ne mettrai pas ça chez moi ».
En tout cas, dans cet ensemble d'artistes réunis par Milo Diaz, nous sommes dans la réalité, dans l'authenticité, dans la vérité de la création d'aujourd'hui. On n'est pas dans l'art fabriqué, artificiel, qui encombre les dracs et les fracs. Ici, nous avons affaire à des artistes qui sont la veine, qui sont les veines de la véritable création. Donc, c'était une pièce que j'ai fait au moment des grosses têtes, un peu cette période-là. Et puis, elle me plaisait moyennement, donc je l'ai mis de côté. Après, comme j'ai dit, bon, je vais essayer de faire un raku. Le raku n'a pas spécialement bien marché non plus. Donc, je l'ai abandonné pendant des années et des années. Et puis un jour, en allant chez un voisin qui me laissait fouiller dans son grenier, il y avait des pompes, des vieilles pompes. J'ai dit, ça m'intéresse. Et le fait de mettre la godasse sur la tête, ça a changé complètement la pièce. Et j'ai trouvé qu'après, elle était super parce que ça devenait un fantassin, ça devenait un indien, ça devenait... Monsieur le conseiller départemental, monsieur le président, monsieur le maire de Douai en Anjou, chers collègues. Je suis agressé par ces personnages et à ce moment-là, je me pose des questions, des questions, et je me dis, mais qu'est-ce que je leur ai fait? Moi, tu sais, il n'y a pas d'artiste qui m'a donné, j'avais l'âge de 7 ans, j'étais chez les sœurs. Et puis alors, il y avait un concours de dessin, mais de dessin évidemment religieux, puisque les bonnes sœurs n'arrivaient pas à me demander de faire des choses. Et alors, voilà, par chance, j'ai gagné ce concours. J'étais très heureux à 7 ans. Bon, j'arrive chez mes parents, mon père n'était pas là, mais j'arrive chez mes parents. Et ma mère, elle me dit, bon, tu rentres déjà. Je n'étais pas un traînard, moi, je rentrais et puis c'est tout. Je ne crois pas que j'ai quelque chose à regretter, parce que la vie de chacun, quelque part, elle est imposée d'une certaine façon. On parle du cri de Munch, mais là on peut presque parler du cri de Marcel. C'est vraiment un cri. Mais même si les œuvres nous semblent difficiles, on est obligé de reconnaître que dans tous ces tableaux, il y a une infinie tendresse. Pour celui qui regarde avec le cœur, c'est pas agressif, c'est pas vrai. C'est souffrant, c'est émouvant, mais il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas de violence. Il y a simplement la déchirure des âmes, les blessures de la vie, l'œuvre d'un écorché vif. Cette exposition a comme caractéristique d'avoir été préparée par deux artistes, un peintre d'un côté, un poète de l'autre. C'est la même réalité,
et ils la regardent chacun à sa manière, ce qui nous donne des résultats totalement différents. Et on sait que toute la réalité du monde est interprétée par chacun d'entre nous en permanence. L'objectivité est quelque chose de tout à fait relatif. Cette exposition sur Notre-Dame de Paris, d'abord, il s'agit bien de Notre-Dame qui a brûlé, qui a été reconstruite, et qui est un symbole tout à fait reconnu dans la chrétienté et bien au-delà de la chrétienté. Alors, le centre de l'exposition, c'est un des 3 grands tableaux de 3 mètres sur 2 qui représente Notre-Dame qui rassemble ou qui concerne des gens très différents, et il s'intitule Notre-Dame de la vie tous ensemble. D'un côté, il y a les croyants, qu'ils soient bouddhistes, chrétiens, musulmans ou juifs. De l'autre côté, il y a les gens de la vie de tous les jours, ceux qui ont du mal à vivre, ceux qui sont des artistes, les dessinateurs comme Jabert, ou l'artiste musicien comme Yvan, et puis nous tous. Et donc au-dessus, il y a un grand pont avec quantité de personnes anonymes qui vivent et qui sont reliées quelque part à l'architecture collective, le patrimoine collectif qu'est Notre-Dame. Il s'appelle Ali, Moussa, Nour. Il parle dari, ou le Wolof, le Peul, ou le Lingala. Ils viennent pleins de mots, d'expressions imagées. Ils viennent à notre rencontre, migrants comme les humains l'ont toujours été, dans l'histoire de l'humanité. Tout tableau fini n'est qu'une porte ouverte pour un tableau à venir. Le propre du travail d'un créateur, qu'il soit artiste, peintre ou autre, c'est toujours d'aller chercher quelque chose d'autre, quelque chose de plus. Il y a une grande satisfaction à produire quelque chose et il y a une insatisfaction immédiate dès que c'est produit. Le créateur, il est dans le futur, dans le putatif, dans ce vers quoi il court et qu'il n'atteindra jamais. La courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur, un rond de danse et de douceur. Auréole du temps, berceau nocturne et sûr. Et si je ne sais plus tout ce que j'ai vécu, c'est que tes yeux ne m'ont pas toujours vu. Feuilles de jour et mousse de rosée, roseau du vent, sourire parfumé. Elle, couvrant le monde de lumière, bateau, chargé du ciel et de la mer, chasseur des bruits et source des couleurs, parfum, éclos d'une couvée d'aurore qui gît toujours sur la paille des astres. Comme le jour dépend de l'innocence, le monde entier dépend de tes yeux purs, et tout mon sang coule dans leur regard.